Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro consacré à la culture et plus particulièrement à la situation du monde culturel en Poitou-Charentes depuis la crise sanitaire. On le sait, parmi les secteurs d'activité qui ont souffert le plus de la pandémie liée au Covid, eh bien, celui de la culture arrive hélas en bonne place maintenant que la crise sanitaire est, semble-t-il, derrière nous, plutôt derrière nous. Quelles sont les aspirations de ce monde culturel, mais aussi ses craintes, ses espoirs, ses doutes? Pour en parler, nous avons invité 4 acteurs de ce monde culturel. Charline Claveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la culture. Catherine Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente en charge de la culture également, mais vous, c'est pour le compte du département de la Charente-Maritime. Samuel Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et co-gérant de Belle Factory, une entreprise qui organise des festivals tels que Cognac Blues Passion ou encore Montendre Free Festival ou Stéréoparc à Rochefort. Enfin, Christophe Blujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des soirées lyriques de Sensey dans la Vienne. Charline Claveau, près de 35 000 personnes, vous dites plus, je crois, vous, qui travaillent, en tout cas travaillent en 2018 dans Nouvelle-Aquitaine dans la culture. Est-ce que vous pensez qu'ils soient autant aujourd'hui? Je pense qu'ils sont plus nombreux mais plus en difficulté. À cause de la crise, évidemment, puisque la pandémie a largement été difficile pour le monde de la culture. On a vu le public qui ne pouvait plus aller dans les salles, soit parce qu'il y avait des mesures sanitaires, évidemment. Et aujourd'hui, je pense que les habitants de Nouvelle-Aquitaine ont, comme partout en France, perdu certaines habitudes vis-à-vis de la culture. On le voit avec les salles de spectacle, évidemment. Les gens prennent beaucoup moins d'abonnements, voire plus du tout. Ils se décident plus à la dernière minute. Et on le voit également sur les festivals, même s'il y a quand même des notes positives pour cette année et même l'année dernière, puisqu'on a vu que les festivals ont pu se maintenir largement, à plus de 75%. On a des festivals qui ont fonctionné et qui ont malgré tout eu du public. Catherine Després, est-ce que la crise sanitaire et les conséquences économiques qu'elle a eues donc sur le monde culturel, avec, on vient de le dire, les fermetures de salles, les annulations de concerts, des festivals qui ont abandonné par nécessité des personnes qui jusque-là travaillaient dans le monde culturel, est-ce que il y a des gens qui travaillent dans la culture, grosso modo, sont partis de ce secteur d'activité? On le voit, ça existe dans la restauration, où il y a de moins en moins de monde, et du coup, aujourd'hui, il y a un problème dans la restauration. Est-ce que la culture a ce même problème? De façon plus nettement moins claire, moins importante que dans, que dans la restauration. Mais certains, du coup, ont abandonné le métier, bien sûr, mais la majorité continue et on sent que la culture redémarre. Le nombre de manifestations et de dossiers que l'on reçoit pour avoir des aides a augmenté de 20% par rapport à 2019, montrant bien qu'il y a vraiment un redémarrage. Alors après, certains prennent des directions un petit peu différentes, mais en tout cas, le milieu de la culture a envie de redémarrer et a envie de laisser la crise derrière lui. Je me tourne vers les deux organisateurs d'événements culturels. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont cessé, tout simplement, de travailler dans la culture depuis la crise? Oui, nous on l'a expérimenté déjà chez nous. Il y a deux aspects. C'est l'aspect des intermittents du spectacle, donc tous les techniciens qu'on embauche, pour tous les postes un peu techniques souvent, que ce soit pour le son, la lumière, la vidéo, la régie générale. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, donc ils ont pu conserver le statut parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Néanmoins, il y a eu 0 activité pour ces gens-là, ou très peu d'activité, puisqu'on a quand même 80% de perte d'activité en 2021, en tout cas de chiffre d'affaires, et avec beaucoup d'adaptations, donc des formats extrêmement réduits. Et beaucoup de ces intermittents-là ont choisi de s'orienter vers d'autres projets, et après il y a aussi des personnes qui étaient salariées, au régime général, en CDI, qui sont posées beaucoup de questions, parce que au-delà du manque du fait qu'il n'y avait pas de travail, il y a aussi le phénomène que chacun s'est posé des questions, parce que ça a été une période aussi de réflexion pour chacun. Je crois que chacun d'entre nous, sur des périodes de confinement où on s'est retrouvé dans des conditions où l'activité, nous, était nulle en 2020. C'est pas qu'on n'avait pas de travail, parce qu'on a eu énormément de travail pour annuler les événements, il a fallu rembourser. Ça a été aussi beaucoup de travail en RH, parce qu'il faut aussi accompagner, nous, en tant que gérants, les équipes avec lesquelles on travaille, parce qu'il y a quand même des situations qui étaient difficiles, par rapport à la situation sanitaire, par rapport à la situation familiale. Enfin bon,
Tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer aussi. Mais voilà, ces conséquences-là, nous, on les a bien vécues et on les a bien ressenties. Ce qui va poser problème cette année pour la reprise, justement, pour avoir le personnel adéquat. On va en parler bien sûr. Christophe Bujon, quels sont les métiers, les catégories qui ont le plus souffert finalement de cette pandémie? Au niveau artistique, je pense que ce sont avant tout les intermittents, quand même, enfin, en ce qui nous concerne, nous. Alors, il faut quand même rappeler, à mon sens, que c'était déjà difficile avant la pandémie. Je trouve que chaque année, c'est de plus en plus difficile. Et il y a chaque année des intermittents qui décident d'abandonner tout simplement ce statut pour aller développer complètement autre chose Vous ailleurs. êtes en train de dire que le solde il est négatif entre ceux qui arrivent sur le marché du travail des intermittents et ceux qui le quittent? Écoutez, j'ai pas les chiffres exacts, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'autour de moi, il y a effectivement beaucoup de gens qui, depuis 10 ans, ont laissé le statut d'intermittent pour faire complètement autre chose. Ça, j'en connais, mais alors à l'appel. Alors après, c'est vrai qu'aussi sur le marché, chaque année, il y a aussi des nouveaux intermittents. Mais je pense que voilà, c'est en tout cas dans le milieu de l'opéra, c'est vraiment difficile. Si vous voulez, il y a eu pendant très longtemps en France des opéras et des théâtres qui fonctionnaient avec des troupes permanentes, hein, où tout simplement c'était des solistes qui étaient payés par les municipalités avec ce qu'on appelait des troupes, ce qui n'existe pour ainsi dire plus en France, alors qu'en Allemagne c'est quelque chose qui existe vraiment. Et puis avec des chœurs municipaux aussi, donc les choristes. Et ça, si vous voulez, tout simplement les effectifs quand même sont plutôt à la baisse. Donc les chœurs, ils existent encore hein, sur des villes comme Tours, Limoges, Bordeaux évidemment. Mais quand Et on va même, et parler donc du coup de la relation. ils font de plus en plus appel. Donc, si vous voulez, à chaque fois quand un titre lyrique nécessite un chœur important, on fait appel à ce qu'on appelle donc des artistes supplémentaires et donc des intermittents. Et ça, depuis quelques années aujourd'hui, les supplémentaires et les artistes intermittents, on fait de moins en moins appel à eux, tout simplement parce qu'on n'a plus l'argent. Donc, les chœurs deviennent moins importants. Charline Claveau. Pardon, non, c'était simplement pour saluer quand même l'effort qui a été fait par les organisateurs de spectacles ou les organisateurs de manifestations qui ont payé les cachets des artistes. Et ça a été aussi possible parce que les collectivités qui financent ces manifestations ont maintenu leurs aides. Et un mot aussi sur les auteurs dans le livre, dans le cinéma, dans les arts plastiques, l'art contemporain, qui ont un statut différent que les intermittents et qui est un statut beaucoup plus difficile et vulnérable et qui, eux, ont été peut-être parmi ceux qui ont le plus souffert. Et pour ce qui est de la région Nouvelle-Aquitaine, on avait mis en place des bourses spécifiques et non pas liées à une création, mais liées à des critères sociaux pour vraiment aider cette catégorie-là dans la culture qui souffrait beaucoup. Et pour terminer peut-être sur une note un peu plus positive, par contre, on a un nombre de projets de création de librairies beaucoup plus important après la crise. Et donc ça, c'est un phénomène assez étonnant dont on se réjouit. Pour le coup, le secteur des librairies est plutôt très dynamique. Pour en revenir au spectacle vivant, est-ce que ce sont les grosses entités qui ont moins souffert que les plus petites ou c'est l'inverse? Est-ce qu'il y a une différence entre justement le fait d'avoir les reins solides et de s'appeler les Francopholies plutôt que d'être un tout petit festival? Qui veut répondre à ça? En ce qui concerne les soirées lyriques, par exemple, mais je crois que c'est le cas. Alors, effectivement, les grosses institutions qui nous aident, telles que la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui me concerne le département de la Vienne, et l'État ont versé la quasi-intégralité de leur aide. Et ça a permis, comme vient de le dire Charline, de payer les artistes et aussi de couvrir une partie des frais de fonctionnement. Ce qui était vraiment C'est 1 important. million le budget, c'est 1 million à peu près, c'est ça? À peu près, censé, ouais, à 50 000 euros près, suivant les années. Donc, il y avait quand même déjà des frais permanents, bon, etc. Et nous, si vous voulez, on n'en a pas financièrement. Ça nous a permis de redémarrer sereinement. Donc ça, il faut le dire quand même. Parce que si on n'avait pas eu ces aides-là, et ça, je crois qu'énormément de festivals ont été aidés. Au niveau de l'État, tous, j'en suis certain. Au niveau de la région Aquitaine, il me semble que la région a quand même énormément aidé aussi. Et le département de la Vienne a fait la même chose. Donc, si vous voulez, ça, c'est grâce à eux. Donc, merci à eux quand même, parce qu'on a eu un soutien. Et ça a été très, très clair dès le départ. Catherine Després, c'était obligatoire de mettre la main à la poche, Voilà, oui. malgré les annulations.
Absolument, c'était obligatoire et on voulait surtout, alors je dirais limiter la casse, qu'il n'y ait pas vraiment un marasme culturel qui sort à la sortie de cette crise, quoi. Donc je pense que l'ensemble des collectivités, que ce soit la région, que ce soit les départements, ont vraiment voulu atténuer ce choc de la Covid dans le milieu culturel. Ce qui fait que nous aussi, on a maintenu l'ensemble des subventions, des aides apportées aux différentes structures. Vous direz pas le contraire, puisque on a aidé Bell Factory dans ces différents festivals qui avaient lieu sur le département. Mais c'était vraiment, il fallait, pour nous, l'enjeu, c'était d'atténuer la crise Covid. Oui, effectivement. Et je dirais que ça s'est fait en 2 temps, parce que 2020 et 2021, ce sont 2 années un petit peu différentes. Et c'est vrai que 2020, nous, on a pris ça de plein fouet, hein, comme tout le monde. On a dû annuler quelques mois avant et rembourser, hein. Nous, on a fait le choix de rembourser tous les billets qui étaient prévendus, etc. Et ce qu'il fallait sauver, des questions qu'on s'est posées très très vite. C'est pour ça que les collectivités sont tout de suite se sont maintenues à nos côtés. C'est sur les frais de fonctionnement, par exemple des structures, parce qu'on a des salariés permanents, on avait engagé des intermittents qui commencent à travailler des mois et des mois à l'avance, et ça a permis de maintenir ça et de maintenir les frais de fonctionnement. Et l'année suivante, nous, on avait fait le choix aussi de proposer des éditions un petit peu adaptées, parce que les contraintes étaient là et on avait des contraintes fortes, mais aussi c'était pour faire travailler les intermittents, c'était pour faire travailler tous les artistes, en tout cas pour que l'activité reprenne et qu'il se passe des choses. Et c'est vrai que sans le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Charente-Maritime en l'occurrence, et des collectivités qui ont maintenu leur effort, nous, pour en tout cas atténuer cet impact-là et le relancer. Sans eux, en fait, vous seriez... on aurait mis la clé sous la porte, c'est évident, parce que après il y a eu un phénomène, c'est que grosso modo, pendant ces 2 années là, on en sort, les trésoreries ont été maintenues dans les structures, hein, à peu près. Mais par contre, il y a un fort endettement qui s'est créé, parce qu'aussi on a fait appel au PGE. Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire très vulgairement que les places des futurs festivals vont être un peu plus chères que l'année précédente pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu ce qui a été perdu. Alors là, il y a un effet un petit peu inflationniste, entre guillemets, mais qui est quand même assez maîtrisé en France, hein. On n'est pas parti pour augmenter forcément beaucoup les billets d'entrée. Par contre, ce qui se passe actuellement, là, c'est une autre situation encore, on n'en a pas parlé, mais les conséquences de ces 2 années, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inflation quand même des cachets, des coûts de production, des artistes, mais il y a aussi les coûts de production de l'ensemble de l'organisation, sur des événements, sur... Dû à quoi? Eh ben, c'est dû aux matières premières, c'est dû principalement aussi au gasoil, enfin au pétrole, à toutes ces augmentations-là qui nous impactent directement, qui impactent les fournisseurs, et donc forcément qui développent fortement les frais de fonctionnement et les charges. Alors, ça va être intéressant de savoir, justement, par exemple, quand on est à la région, le budget de la région, c'est autour de 70 millions d'euros. En global, hein, comment vous allez comment vous allez gérer cet argent? Est-ce qu'il y a des priorités? Quels sont les critères pour savoir qui va recevoir tant ou tant? Ah oui, alors ça c'est une très... vaste question, Ouais. d'autant que quand on parle de culture, on parle d'esthétiques très différentes, de secteurs industriels aussi très différents, avec des logiques économiques très variées. Disons que pour faire une réponse un peu synthétique, là, ce dont on vient de parler, c'était des aides qui ont nécessité une mobilisation exceptionnelle. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu que les collectivités qui ont répondu présent. Il y a eu également les acteurs professionnels eux-mêmes. Je pense notamment aux acteurs des musiques actuelles, par exemple, qui ont collaboré pour mettre ensemble un fonds de trésorerie solidaire. Et ça, c'était leur initiative et ça a été une réponse très pertinente aux situations dont on vient justement de parler, avec des trésoreries, avec quelques craintes sur les trésoreries. Sur les critères. Sur les critères. Alors, nous, la région, ça c'est la loi qui le dit, la loi NOTRe, on intervient sur la pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur la pratique amateur. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, puisqu'on estime que les amateurs d'hier, ce sont soit les professionnels de demain, soit le public de demain. Mais voilà, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les acteurs professionnels. Et par exemple, sur les festivals, on a un certain nombre de critères, comme un nombre de jours minimum, un nombre de propositions professionnelles, donc d'artistes professionnels minimum. En l'occurrence, il faut au moins 6 propositions. Voilà, c'est ce genre de critères qu'on va regarder. Et surtout, en Nouvelle-Aquitaine, on est très attaché à l'indépendance. Et je dis cela... Diversité et indépendance. Diversité et indépendance. Parce que quand vous êtes une institution, vous faites une politique culturelle à 2 titres.
le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des propositions très diversifiées, qu'on respecte la liberté d'expression, la liberté de création. Et cette liberté-là, en fait, elle ne se décrète pas, elle demande aussi des moyens. Et c'est pour cela que les politiques publiques aujourd'hui sont là. Et le deuxième objectif, souvent, dont parlent les politiques, c'est l'économie culturelle. C'est le fait qu'aujourd'hui, on sait aussi que quand on va, par exemple, financer un tournage de film, 1 euro qui est mis sur le film va rapporter peut-être 8 à 12 euros pour le territoire, et pas seulement les acteurs de la culture, mais aussi les hôtels, la restauration, etc. Catherine Després, en Charente-Maritime, c'est les mêmes critères, même Non, politique. ce sont pas les mêmes critères, mais la professionnalisation, par exemple, est un des critères. On a moins d'obligations quant au délai, quant au temps de festival. Mais nous, nous intervenons beaucoup sur la proximité. Le département, c'est la culture partout, la culture pour tous. Donc c'est vrai qu'on intervient beaucoup dans des manifestations locales aussi, enfin organisées par des associations locales. On joue beaucoup sur la proximité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un petit festival de Charente-Maritime ou qui vient de naître. J'ai à peu près, proportionnellement bien sûr, les mêmes chances d'avoir de l'aide de département que si je suis un gros festival. Absolument, si c'est un festival de professionnels, absolument. Samuel Vincent, vous avez été un des rares organisateurs de festivals avec les Francopholies de La Rochelle à ne pas avoir jeté l'éponge l'an dernier en Charente-Maritime, avec le festival Stéréoparc de Rochefort. Comment ça s'est passé? Stéréoparc et Free Music à Montendre, effectivement, on a fait. Parce que les masques. Non. Alors on s'est adapté au fur et à mesure parce que vous vous souvenez, il y a eu différents en tout cas, on est revenu à l'activité de manière progressive. Donc on a construit les événements, sachant qu'ils se préparent à l'avance. Par exemple, une programmation artistique se fait pas du jour au lendemain. Ça a été un petit peu plus simple sur Stéréoparc parce que c'est des DJ et donc il y a beaucoup moins de production. On est capable d'aller chercher des artistes qui se déplacent facilement. Donc c'est vrai que la programmation a pu se faire un petit peu en dernière minute. Mais en tout cas, on a imaginé des formats. Sur Montendre, à Free Music, on a imaginé un format très réduit sur 2 jours et en dessous de 1000 personnes parce que il fallait, à ce moment-là, il fallait clôturer les dossiers, faire les dossiers aussi de sécurité avec les SDIS, avec les pompiers, vous savez, pour accueillir le public. Donc tout ça, ça doit être calé à l'avance. Donc on a fait ça. Et puis Rochefort, on a pu faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et puis après, il y a eu toute la mise en place des dispositifs. Et ça vous a appris des choses, du coup? Vous avez appris des choses par rapport à... Oui, on a vraiment testé de nouveaux modèles d'accueil du public. D'ailleurs, on va en garder. Par exemple la circulation des publics, les temps d'attente, du coup, parce qu'il ne fallait pas que les publics se croisent, il fallait gérer aussi tout ce qui était sanitaire, et puis faire en sorte, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'amas de personnes au même endroit, qu'il y ait du gel, enfin, en tout cas, voilà, tous ces dispositifs-là, les contrôles, les passes sanitaires, etc. Donc, tout ça, c'est des logistiques qu'on a mis en place, des petits systèmes qui, au final, sont plutôt intéressants. Christophe Boujon, vous aussi, vous avez pu faire face l'an dernier en présentant Carmen lors des soirées lyriques. Ne pas le faire était inenvisageable? Bah écoutez, on avait déjà fait l'impasse sur 2020. Justement, en raison de plus. C'était assez difficile parce que au-delà même du danger financier que cela peut représenter, vous savez, sans cesse un festival qui repose quand même sur 250 bénévoles qui sont hyper investis, et donc décider au mois de mai, c'est un village qui porte ce festival véritablement, et même au-delà. Donc annoncer au mois de mai aussi à ces bénévoles qui le portent depuis 1 an, qui travaillent dessus, ben non, il n'y a plus rien. Bon, il y a quelque chose d'assez démotivant. Donc il s'agissait de vraiment garder ce noyau dur de bénévoles. Heureusement, donc on a pu le faire l'année dernière, avec aussi une mise en place très très stricte et assez lourde, évidemment, sur le contrôle des passes, etc. Des partenariats avec des médecins très sympathiques, des pharmacies aussi, qui ont mis des tests et tout. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Je dois dire que ça s'est passé vraiment... Bien, moi j'y suis allé. Il y a eu 10 000 personnes de contrôlées, on a dû avoir 5 refus, enfin c'est quelque chose sur 10 000 personnes, presque rien. Votre plus gros financeur public, c'est la région, avec 100 000 euros d'aide, donc c'est à peu près 10% de votre budget. Sans argent public, clairement, vous n'auriez pas pu faire d'édition 2021? Ah non. C'est sûr. Et puis en plus, si on n'avait pas eu l'aide, donc l'aide qui a été maintenue encore une fois par la région, le département et l'État sur 2020, il n'y aurait plus de festival de Sensé. Ça, c'est certain.
Vous voulez intervenir Oui, parce qu'on vient d'évoquer la question du bénévolat et voilà, on a parlé de la pandémie et de ses conséquences, mais à long terme, ça c'est aussi un motif de réflexion et d'inquiétude parce que effectivement beaucoup d'associations et particulièrement dans les festivals nous disent combien avec la crise ils ont perdu des bénévoles. Or c'est très important le bénévolat pour l'organisation des événements et l'autre motif d'inquiétude c'est le mécénat. Un certain nombre de festivals avaient développé des partenariats de mécénat et certains mécènes se sont retirés à cause d'une annulation ou se sont retirés par crainte d'une annulation. Et donc aujourd'hui, c'est à reconstruire. Donc tout ça, ce sont quand même des inquiétudes et on se rend Je vous compte... vois tous les deux à glisser gravement. C'est le Et- boulot principal aujourd'hui, c'est de retrouver des mécènes. Exactement. On a dû perdre, pas énormément, mais 10 à 20% des mécènes, effectivement, qui ont profité de ça ou pas, parce qu'ils ont des craintes et des choses, donc qui sont retirés. Ils ont dû Et peut-être je aussi faire des partage économies. alors totalement l'inquiétude Et sur les montants. les bénévoles. Nous, on a eu un très gros effort à faire pour essayer parce qu'il y en a plein qui ont été démotivés, découragés, certains avec des inquiétudes aussi par rapport à l'année Ouais. du virus, parce qu'on a aussi le bénévolat, enfin chez nous en tout cas à Sensé, et un bénévolat assez âgé, beaucoup de jeunes retraités. Oui. Et pour aller plus loin sur cette question du bénévolat, en fait, on voit aussi que les festivals se sont transformés pour la plupart parce qu'ils se sont mis à développer des activités à l'année pour justement ne pas être en péril si vous tablez seulement sur quelques jours au milieu de l'été ou une semaine. Et donc, on a vu les associations développer des activités tout au long de l'année. Et ça, c'est intéressant parce que autant les salles de spectacle se festivalisent pour récupérer du public dans les salles, elles vont faire des temps forts dédiés à la danse, proposer des festivals, etc. Autant les festivals se saisonnalisent. Et nous, ça nous intéresse en tant que région de regarder ce phénomène et d'essayer de l'accompagner parce qu'on se dit aussi que c'est un moyen d'engager plus régulièrement un habitant dans la vie culturelle de son territoire. Catherine Després, il y a 2 ans, pile poil, on était dans le premier confinement. Est-ce que les stigmates liés à cette crise sont restés, sont encore présentes, ou alors est-ce que c'est vraiment effacé, ça y est, on repart définitivement du bon pied et... Je crois qu'on n'est pas tout à fait prêt d'oublier complètement les stigmates de cette crise qui a vraiment impacté tout le monde. Et bon, pour certains, ça a été l'occasion de trouver autre chose, de se réinterroger sur son avenir, puisque vous le disiez, certains ont changé carrément de domaine d'activité, d'autres ont créé à cette époque-là. Par contre, certains ont été complètement inhibés. Donc vraiment, je crois que ça a été des réactions individuelles et que ça laissera des marques longtemps, même si on sent vraiment cette envie au niveau de la culture, cette envie de redémarrer et de repartir. Alors, Peut-être pas comme avant, mais de repartir. effectivement, l'envie, on l'a senti déjà l'an dernier, en 2021, Oui, après une année blanche dans 2020, on a senti un public qui n'avait qu'une envie, c'était de profiter de la culture, de la musique, du théâtre, du cinéma, tout ce dont ils avaient été empêchés pendant un an, on le sent bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est réconfortant? Est-ce qu'il y aura vraiment un avant et un après Covid par rapport à la perception de la culture Ouais. vis-à-vis du public français? Oui. Alors malheureusement, cet effet-là, nous, on se l'était dit un petit peu entre professionnels. On a extrêmement communiqué entre professionnels du spectacle, notamment les festivals, durant cette période. On n'a pas encore cet effet waouh, on revient à fond et on retourne. C'est pas du tout ce qui se passe. Le vrai impact du Covid, là, il commence maintenant. Puisque là, on a été aidé, on a été soutenu, on en a parlé, et je dirais que les structures ont pu être préservées. Maintenant, aujourd'hui, il faut que nos activités fonctionnent. Il faut faire revenir le public aussi au spectacle vivant. Ça va être compliqué. Parce que, Pourquoi ça va être compliqué? Parce que je pense que les gens ont été... alors, ça va être compliqué pour plein de choses. Parce qu'ils Pour sont plein de habitués, critères. Parce que d'abord, ils ont peut-être changé de mode de consommation, de modèle. Il y en a certains, en tout cas, qui sont encore inquiets sur la situation sanitaire, donc qui ne vont pas forcément revenir. Il y a eu toutes les annulations qui ont été effectuées. Il y en a eu quand même beaucoup de mal à se faire rembourser par certains distributeurs de billetterie. Donc là, ils sont en train de se dire, ouh là là, moi j'y vais mollo, parce qu'on ne sait jamais s'il y a encore des annulations. Ça, c'est resté dans les esprits. Actuellement, on passe une crise. Le pouvoir d'achat est très atteint, les gens sont très prudents. Donc nous, on est forcément impacté par ça. On est dans un contexte, en tout cas géopolitique, qui est très compliqué. Et donc forcément, ces périodes-là, elles ne sont pas favorables. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, il y a quelques festivals qui cachent un petit peu
La forêt, hein, c'est avec les gros mastodontes, que ce soit un Hellfest, un Vieille Charrue en France, on se dit ok, ça Les repart, c'est un peu complet. Je sais pas pour les Franco si c'est aussi facile, Il mais me reste 2 minutes de démission. Juste Christophe Blujon, le Barbier de Séville va succéder à Carmen cet été à Sensé. Est-ce qu'on se sent malgré tout mieux quand l'unique motif, en tout cas le principal motif d'inquiétude, c'est la météo de nouveau? C'est pas le principal motif, Non. c'en est un, ça c'est sûr, mais Vous même pensez que les partant gens de vont Covid, il y parvenir à avait Sensé ils sont venus à longueur. non, mais vous savez, je pense qu'on a été tous très marqués par le Covid et moi je suis très, prudent. Mm. Alors c'est vrai que l'année dernière, Carmen, on a fait 100 de taux de remplissage. Il y a pas vu mais par contre, j'ai beaucoup, d'amis qui dirigent d'autres salles, alors pas forcément de festival en plein air non plus, mais quand même. Par exemple, le théâtre de l'Odéon de Marseille qui est rattaché à l'opéra, en ce moment, ils ont 25-30 de taux de remplissage depuis 6 mois. C'est extrêmement peu. Il faut dire la vérité. En plus, le public lyrique ou le public de la musique classique n'est pas non plus le public d'un festival de jeux vidéo, par exemple, ou de gamers. Et Donc, pas optimiste, mais pas tant que ça. Enfin, voilà, je suis prudent. non, je suis prudent. C'est à nous de nous battre, d'aller les chercher et tout. Mais si vous voulez, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, mais le contexte géopolitique actuel fait que les temps sont un peu moroses aussi. Même Hein. prudence du côté de la région En et tout du département de Alors, Charente-Maritime. la prudence, évidemment, on la constate, et moi je prends souvent l'exemple des salles de cinéma. Aujourd'hui, le public n'est pas de retour dans les salles de cinéma, donc notre boulot, ça va être aussi d'essayer d'anticiper et d'accompagner les changements de fond. Et je prends l'exemple des salles de cinéma. Aujourd'hui, les exploitants sont en train de penser des salles de cinéma différentes, avec des propositions différentes qu'un simple film. Donc nous, on va venir investir, par exemple, pour transformer un hall de cinéma avec des activités complémentaires. Voilà, c'est tout ça qu'on est en train de réfléchir aussi. L'après-Covid. C'est L'après-Covid. vraiment la culture après Covid. Il va y avoir des changements, des changements importants et de base, quoi. Enfin, qui vont on va profiter de la culture différemment et le côté convivial reste Après la culture qui se essentiel, réinvente, quoi. finalement, c'est aussi un peu son rôle. Donc, on va rester sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet na.france3.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un club de la presse. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée présenté par Lucie Secconi. Excellente journée à toutes et à tous.